là, je passe rapidement, c'est un peu le résumé de ce qu'on a fait avec David. Donc quand on est arrivé, il avait un site qui ressemblait pas du tout à ça, qui était un peu bordélique, je suis désolée. Il était mal organisé, enfin la hiérarchie était mal organisée. Clément arrivait, donc je pense que aussi ça a fait beaucoup de choses. Et du coup, nous, on a passé un petit moment à trois, en fait, à regarder le site, à faire une recette comme on ferait dans une entreprise, bêtement, et à voir toutes les choses qui allaient pas, et on lui a retourné pas mal d'éléments, de remarques, de choses techniques, mais aussi de choses plus par rapport à l'UX et tout ça. Et bon, ils ont fait une version qui est beaucoup plus attrayante maintenant. Ce qui posait problème, c'est que l'idée nous paraissait, on a beaucoup aimé l'idée, mais en fait, le site et l'app en elle-même ne donnaient pas envie du tout d'aller écrire tous les jours, etc. Donc je pense que là, ça a beaucoup évolué et c'est quelque chose qui maintenant est beaucoup mieux. Je vous invite à aller voir, c'est draftpost.fr. Voilà, donc c'est plus. Oui, c'est mieux au niveau de l'expérience utilisateur, vraiment, je pense qu'il y a vraiment une. C'est vrai que c'est un processus qui va dans les deux sens, c'est-à-dire que moi je ne voyais pas du tout le faire. Mon idée, c'était pas en faisant venir Christina d'avoir un exécutant gratuit, donc lui donner une mission et débrouille-toi. C'était vraiment d'avoir un regard extérieur, de quelqu'un qui a une compétence particulière, beaucoup plus graphique, et qui allait faire de la conception. Parce qu'initialement, moi, j'ai zéro compétence graphique, donc j'avais fait l'ergonomie du site. J'avais déjà une communauté d'usagers qui était sur une version très bêta, et il y avait une boîte externe qui nous avait fait le moteur. Mais vous imaginez, c'est un moteur, on avait l'impression de revenir vers l'informatique des années 80. Quoi. Donc c'était très... Non, 80, mais sans le côté cute, hype, rétro et tout ça. C'était le mauvais côté des années 80. Voilà. Et en même temps, effectivement, là on venait de faire venir un développeur qui a rejoint l'équipe et qui est toujours dans l'équipe. Et on avait besoin de ce regard extérieur. Et c'est vrai que ce qu'a apporté Christina, c'était ça, c'est-à-dire les gens ont besoin de cette première information. Parce qu'en fait, quand vous allez être dans le guidon, vous ne savez plus quelle est la première information que les gens doivent avoir. Donc, oui, bêtement, sur le site, quand on arrivait sur la home, on n'avait pas du tout de description de ce que était DraftQuest. Donc on arrivait sur un truc qu'on ne sait pas, on ne savait pas où aller, et même quand on arrivait sur la web app, c'était pas expliqué. Donc il y a pas mal de choses, et ce qui était intéressant, c'est qu'au début, on avait un peu peur, on ne savait pas trop comment ça allait fonctionner, parce qu'on se disait, bon, ok, je suis étudiante, je suis même pas en stage, je suis pas payée, puis lui, il a pas que ça à faire. Donc on ne savait pas trop comment ça allait fonctionner, et au final, on a quand même trouvé une manière que ça apporte aux deux, parce que finalement, moi, j'ai pas du tout fait des choses exécutives, enfin, j'ai pas du tout, on m'a pas donné des ordres et j'ai fait. Donc j'ai plutôt été là comme un conseil, comme un avis extérieur et complètement différent de son milieu, donc c'était ça qui était intéressant. Et on n'avait pas l'impression d'être complètement inutile. Donc voilà à quoi ressemble l'app maintenant, donc c'est des bouts de texte chaque jour, on peut écrire un petit bout de texte. Et la news, donc ça c'est la troisième personne qui était plus sur le marketing, communication pure, donc elle nous a fait un modèle, un template de newsletter, vraiment, c'est pour ça qu'en fait c'était marrant, parce qu'elle avait vraiment cette compétence de marketing, et du coup elle voulait des choses très carrées, mais c'était bien parce que du coup elle a fait quand même une news qui je pense est un bon modèle que tu pourras utiliser par la suite. Donc on a essayé de lui fournir des outils qu'il pourra réutiliser par la suite, sachant qu'après nous il n'y a plus de graphisme, donc ça sert à rien qu'on lui fasse un truc juste pour un moment, mais qu'on a essayé de penser à des choses qu'il pourra réutiliser tout seul par la suite. Et donc voilà, donc en l'occurrence, moi j'ai travaillé sur donc, la newsletter, en fait, les petites icônes que vous voyez en tout petit, c'est ce que j'ai fait pour ce qu'on revoit là. Donc les 4 icônes qui sont là, c'est ce que j'ai fait pour en fait avoir des espèces de logos icônes des 4 activités de DraftQuest, pour avoir quelque chose de plus visuel, parce qu'on se rendait compte qu'il y avait beaucoup de texte dans toute sa communication, et un peu de visuel ça fait pas de mal. Donc voilà, un peu plus nouveau aussi. Et pour le MOOC, on a mis en place en fait sur le même principe d'icônes, mais en fait j'avais fait les premières icônes, puis ça leur a plu et ça leur a donné une idée.
Donc c'était aussi, c'est intéressant aussi de voir aussi le fonctionnement. Oui, c'est qu'en fait une start-up, c'est une structure qu'on appelle une structure opportuniste. Opportuniste, bien sûr, le terme est connoté négativement en français, mais si vous revenez simplement à ce que dénote le terme d'opportuniste, c'est-à-dire que une start-up, c'est comme une barque, c'est-à-dire que vous pouvez la tourner facilement. Une entreprise, c'est souvent un paquebot, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas le bouger facilement. Donc une start-up, vous voyez un truc qui passe, vous dites « Ah, c'est pas mal », vous pouvez partir comme ça. Et on avait, nous, depuis très longtemps, cette idée, de toute façon, GraphQuest, c'est de la ludification de l'écriture. Et on se disait, un jour, ça serait intéressant d'avoir des badges, parce qu'on anticipe le fait de comment on qualifie les membres de notre communauté, comment ils marquent des points, c'est-à-dire ce qu'ils écrivent quotidiennement, combien de signes ils écrivent, voilà, comment les qualifier. On se dit, on ferait peut-être des badges un jour ou l'autre. Et puis, comme Christina nous a fait des logos qu'on a bien aimés, on s'est dit, bah, vas-y, continue sur cette foulée, fais-nous des badges qui vont avec, qu'on a commencé à utiliser et qui effectivement sont appréciés. Parce que ça permet, pour nous c'est important pour des raisons, pour toutes sortes de raisons, mais pour une raison qui est fondamentale, donc c'est pas juste de la cosmétique, mais c'est simplement qu'en psychologie on voit très bien qu'un des blocages de l'écriture, c'est que souvent les gens ont une vision de l'écriture qui est beaucoup trop sacralisée, et que fluidifier l'écriture, c'est un des premiers leviers pour faire sauter l'angoisse de la page blanche. Donc, emprunter des mécanismes de jeu, pour nous, c'était fondamental. Donc, c'est pas de l'opportunisme où vous partez dans n'importe quelle direction, c'est de l'opportunisme au sein d'un champ des possibles qui est assez étendu, mais qui a quand même des limites. Et donc, non, mais c'était... et c'est allé effectivement beaucoup plus vite de se dire on va décliner dans ce sens-là, mais ça a demandé pas mal de travail, que de dire voilà, nous, c'est ça notre besoin, fais ça, et fais ci. Voilà. Donc on a mis en place ce système de... Enfin, moi j'ai fait les badges, donc les badges semaine, donc, qui récompensent en fait tout simplement, quand on a fini une semaine du MOOC, on gagne un badge. C'est con, c'est comme dans les jeux, mais au final ça marche bien. Et le badge bêta-testeur, parce qu'il y avait le bêta-test de l'application, il me semble. Ensuite, les badges lecteurs-correcteurs, parce qu'au bout de 4 semaines et de 8 semaines, il y a des gens qui pouvaient se proposer pour lire et corriger les textes des autres. Et les badges fin du MOOC, tout simplement quand on finit le MOOC et qu'on rend vraiment son roman, on a la coupe finale. Donc voilà, c'était quelque chose qu'on n'avait pas prévu à la base et que c'est des choses qui sont intéressantes de voir comment ça fonctionne et de se rendre compte que les idées viennent pas forcément juste en se posant devant un bureau et en réfléchissant, mais en faisant en fait. Voilà. Et pour conclure, je sais pas si vous avez des questions. Moi, je sais que ça m'a apporté plein de choses, n'hésitez pas à le faire, même si vous n'avez pas le projet de créer une entreprise. Ça reste une expérience qui est différente d'un stage dans une entreprise, dans une grosse entreprise. En plus, on est très libre. Moi, j'ai eu la chance de tomber sur David, je ne sais pas comment ça se passe dans les autres startups, mais nous, on s'est très bien entendu. Pour moi, ça m'a apporté beaucoup de choses. Il continue à nous donner des conseils. Enfin, je sais que voilà, c'est une relation qui était très intéressante. Je pensais pas du tout au départ, je l'ai fait comme ça pour voir par curiosité et je regrette pas. Et donc ça me donne encore plus d'éléments et encore plus l'envie de me lancer dans l'aventure aussi. Et voilà, la conclusion c'est que voilà, faut être un peu fou pour le faire, mais je pense que c'est comme l'a dit si bien Steve Jobs, c'est les fous qui font et pas les gens qui restent derrière leur bureau. Donc voilà, si vous avez des questions ou si vous voulez venir me parler, il n'y a pas de souci. Merci. Alors, on vous laisse la parole. Bon, sinon vous avez des questions aussi, mais on vous laisse la parole. L'idée, c'est vraiment d'un échange. Hein, voilà, si vous vous voulez en savoir plus sur le contexte de cette expérience, sur ce que c'est que le start-up, sur les questions que vous vous posez, c'est à la fois sur l'opération, sur ce que c'est que diriger une start-up, et comment ça marche, et voir mieux comprendre ce que c'est de parler ces gens-là, par exemple. N'hésitez pas. Là, c'est une question plutôt pratique par rapport au projet qu'on est en train de mener. Par rapport au projet qu'on est en train de mener, nous, en projet tutoré, on est en train d'imaginer la bibliothèque du futur. Oui. Et dans ça, on a eu des échanges sur des services privés qui pouvaient s'intégrer dans le service public. Et par exemple, c'est extrêmement intéressant d'accompagner les personnes dans l'écriture. Est-ce que vous, dans les idées de développement, vous aviez l'idée de rejoindre des lieux comme ça de savoir, d'apprentissage,
pour vous intégrer dans le public et proposer des services au public. Oui, comme ça. en fait, c'est ça la base de nos revenus pour l'instant. Ouais. C'est-à-dire soit dans les collèges, les lycées, soit aussi dans les bibliothèques, D'accord. parce qu'on est partenaire de la bibliothèque Louis Michel dans le 20e, donc on a fait un test là-dessus. On a fait, en fait, les bibliothèques sont dans une situation où ils jouent à fond la carte d'être des lieux physiques de plus en plus depuis une quinzaine d'années, et donc ils adorent organiser des trucs physiques. Voilà. Des ateliers, des clubs de lecture, des choses comme ça. Il y a 3 semaines, par exemple, on a organisé un atelier jeu de rôle et écriture. Donc on a invité 4 maîtres de jeux de rôle indépendants. Donc 3 de jeux de rôle indépendants, 1 d'un jeu de rôle classique. Et on a fait une dizaine de tables, où il y avait 5 personnes sur chaque table, plus les maîtres. Et l'idée, c'était de montrer les liens qu'il peut y avoir entre le jeu de rôle et l'écriture classique. Et c'est suivi par une seconde session qui est le 17 juin, un mercredi soir à 19h, toujours à la bibliothèque Louis Michel, mais cette fois-ci ce sera plus du côté de l'écriture. Et on vient avec un autre partenaire, donc pas avec des maîtres de jeux de rôle, mais une communauté qui fait du jeu de rôle textuel, du RPG textuel. Donc c'est souvent de la fanfiction. Voilà. La fanfiction, c'est-à-dire il y a un univers qui est sous licence et on confie à des gens, ils ont le droit de s'amuser dedans. Voilà. Et nous, par exemple, côté DraftQuest, on a un partenariat avec Folio SF autour de la Horde du Contrevent, qui est le roman de SF Fantasy le plus vendu en langue française depuis les 10 dernières années, et qui passe la barre du 100 000e exemplaire vendu en poche, voilà. Le 1er juin normalement. Et enfin, ils ont déjà imprimé l'exemplaire, c'est juste qu'ils ne l'ont pas encore vendu, mais ils devraient le vendre. Et donc oui, alors si vous êtes intéressé par ça, sachez que les bibliothèques de la ville de Paris font très régulièrement ce qu'ils appellent des bibliomix. Et les bibliomix, c'est des séminaires de 2 jours où généralement dans la salle vous avez 8 bibliothécaires, un usager et quelqu'un qui vient du monde extérieur. Et ils font du brainstorm toute la journée avec plein de post-it. Parce que l'industrie du post-it ne fonctionne plus grâce à ces gens-là. Enfin, ce type de situation. Et voilà, donc nous, c'est des choses qu'on fait. Vous pouvez imaginer, comme dans le cadre du projet, en fait, ils sont en train de répondre à un appel de la mairie de Paris sur le projet de bibliothèque du futur, et ils ont mis en place un certain nombre de concepts, notamment aussi dans la manière dont on pourrait vivre aussi une bibliothèque universitaire qui pourrait devenir autonome. Et je crois que l'idée, c'était aussi d'avoir un accompagnement des thésards, des chercheurs, dans leur écriture d'articles, de thèses, etc. Est-ce que c'est ce genre de service que vous pourriez aussi avoir Alors, pour être très concret, je pense que c'est des services qui sont intéressants, c'est des services qui sont nécessaires. Je sais que la plus grande étude sur la psychologie de la créativité a été menée dans les années 80 par un chercheur américain qui s'appelle Robert Boyce, B-O-I-C-E, qui voulait écrire sur l'angoisse de la page blanche chez les grands écrivains. Il ne pouvait pas se faire financer. Et il a découvert un jour comment se faire financer, c'est qu'il s'est rendu compte que chaque année aux États-Unis, il y avait 3500 personnes qui abandonnaient leur thèse, et que la majorité d'entre elles, c'était des thèses financées, donc ils n'avaient pas de raison d'abandonner, et simplement ils n'arrivaient pas à écrire. Et donc il a chiffré le manque à gagner pour la nation américaine, et il a dit, donnez-moi les fonds pour simplement étudier ce qui bloque les gens. Finalement, ça aboutit à une très grosse étude sur la psychologie de la créativité, qui a aidé plein de chercheurs qui se sont penchés dessus. Ça aboutit à un très bon livre qui s'appelle Academic Writing, qui est un livre de référence qu'utilisent les étudiants américains. Mais c'est vrai que ça n'a pas abouti à du service, alors que ce qui serait fondamental, c'est faire du service. Concrètement, nous, on n'est pas à l'étape de développement où on pourrait le faire, mais c'est très clair que toute la science est déjà là, c'est pour la mise en place. Et c'est vrai, en plus, qu'il y a le besoin. C'est-à-dire que vous avez d'un côté la science et vous avez le besoin, c'est que les gens échouent dans leur thèse, pas parce que leurs thèses sont difficiles, mais parce qu'ils se retrouvent tout seuls, ils ne savent pas comment écrire, ils galèrent, ils paniquent, et puis ils explosent en plein vol. Et ça fait beaucoup d'échecs, et c'est vrai que c'est une grosse perte pour la nation, tout simplement. Donc oui, il y a un besoin, il y a quelque chose à faire. Après, c'est vrai que par opportunité, moi, je ne sais pas mon niveau de développement. Et surtout,
une petite anecdote qui montre vraiment qu'une startup c'est très petit et c'est très opportuniste. C'est que quand on discute de temps en temps avec des investisseurs, et certains investisseurs nous disent oui, mais en fait, votre marché, c'est l'éducation nationale. C'est-à-dire qu'il faut que vous vendiez votre solution à l'éducation nationale, on en fait un gros logiciel, on l'intègre à la classe immersive de Microsoft et c'est jackpot et voilà. Et d'autres investisseurs disent c'est n'importe quoi parce que l'éducation nationale ou l'enseignement supérieur, vous êtes parti pour des mois ou des années de négociations qui vont vous épuiser, qui vont vous coûter hyper cher et ça se trouve ça ne fonctionnera jamais, quoi. Voilà. Ça ne marchera pas. Et nous, par opportuniste, par exemple, la raison pour laquelle on fait des choses avec les collèges et les lycées, c'est que tout simplement, les collèges et les lycées, en dessous d'une certaine enveloppe budgétaire, ils peuvent décider eux-mêmes sans qu'on passe par un échelon central. Et donc, on a défini des services qui étaient à ce niveau-là. Mais, voilà, mais inversement, sur le MOOC, on a été démarché par FUN, donc France Université Numérique, qui est la plateforme de MOOC de l'État français. Mais FUN nous a mis un... Donc FUN, on a une caractéristique, c'est que nos MOOC, alors qu'on ne fait pas de communication dessus, on a beaucoup d'inscrits, et surtout on a un taux de rétention très important. Le taux de rétention, c'est un peu barbare comme terme, mais c'est que généralement un MOOC, vous avez 100 personnes qui s'inscrivent au début, et à la fin, il y en a moins de 9 qui restent. Les MOOC de FUN sont pires, puisque c'est moins de 4 qui restent à la fin. Donc c'est vraiment, c'est l'hécatombe. Nous, sur notre première saison, on était à 50%, la seconde, on était à 45%, et la troisième, on est à 80%. Mais après, c'est aussi parce qu'on n'est pas un MOOC de masse, c'est-à-dire on est un MOOC autour de 1500 personnes. Donc les gens qui sont chez nous, c'est que de la communication organique, le bouche à oreille, et donc ils sont motivés quand ils viennent. Est-ce que ça peut vraiment fonctionner, un MOOC de masse? Est-ce qu'il ne faut pas des MOOC adaptés à des populations, enfin des en fait, moi je pense que notre MOOC avec du marketing et des sous tout simplement pour voilà, il peut monter beaucoup plus haut. Oui. Par contre, son taux de rétention va s'effondrer. Mais simplement, je pense qu'il ne descendra pas à 4%. Je pense qu'il peut rester un peu plus haut, tout simplement parce que les MOOC de FUN, c'est des MOOC où les profs n'interviennent pas. C'est-à-dire ils font la vidéo et après le community management n'existe quasiment pas et est fait par le technicien qui vérifie juste que la plateforme n'explose pas. Donc les gens sont très frustrés, ils s'énervent. Et ça ne fonctionne pas à cause de ça en fait, hein. C'est très simple. Mais quand FUN a voulu nous faire venir, ils nous ont fait un cahier des charges mais qui était complètement délirant par rapport à nos moyens. Puisque nous, le MOOC à chaque fois, nous coûte entre 2 000 et 3 000 euros et les budgets chez FUN c'est entre 42 000 et 80 000. Enfin, ça c'est les chiffres qu'ils nous ont donnés. Parce que, je sais pas, ils dépensent beaucoup trop d'argent pour leur MOOC et ils nous ont mis des contraintes qui étaient complètement délirantes, donc on n'a pas pu faire. Donc, là où c'est vraiment le reflet du fait que l'opportunisme des startups, c'est aussi le reflet d'une faiblesse, c'est qu'on ne peut pas se lancer dans certains processus. Et donc pour répondre à la question, oui il y a une opportunité, oui il y a la science, nous on n'est pas chaud pour se lancer dessus pour l'instant, mais dans un an ou deux c'est quelque chose qui pourrait nous intéresser. Souvent ce qui est paradoxal, c'est qu'une startup elle doit être à la fois souple et elle doit être focus, c'est-à-dire concentrée sur quelque chose. C'est comment on acquiert le discernement d'être à l'affût des opportunités et en même temps on sait qu'on a quelque chose à poursuivre en fait, quelque chose d'assez précis. C'est-à-dire si vous commencez à faire une start-up qui est sur l'écriture, c'est improbable que vous puissiez pivoter pour devenir une société qui fait des solutions de comptabilité par exemple. Pour une petite histoire, nous on s'est fait poursuivre en justice par une boîte américaine qui s'appelle Quest, qui fait des solutions de comptabilité, et donc nous avons survécu parce que nous avons signé un accord bilatéral qui fait qu'on s'engage à ne jamais faire de logiciel de comptabilité. Voilà. Donc ce pivot nous est interdit. Après quand même, je crois qu'on a dépensé 4 000 € en frais d'avocat. De notre histoire, c'était notre plus grosse dépense. C'est pour survivre à une poursuite en justice. Voilà. Là je sens que ça ne donne pas envie de se lancer. Non, quand on lance une entreprise, il y a des frais qu'on n'anticipe pas toujours. La France est un environnement qui est très accueillant pour les entreprises, c'est très facile de se lancer. Il y a beaucoup d'aide, et puis même s'il n'y a pas d'aide, c'est un environnement où les gens sont compétents, les gens ont des sous à dépenser, voilà. Mais il y a quand même des petits sous à dépenser en greffe, en banque, enfin, de toute façon. Mais
c'est sûr que les bibliothèques, il y a un truc à faire. Au labo de l'édition, il y avait plusieurs boîtes qui étaient sur la bibliothèque, par différents angles, notamment parce que quand on parle d'édition, on pense tout de suite librairie, alors que, en fait, concrètement, il y a plus de bibliothèques ou apparentées que de librairies, et que globalement, elles servent plus de personnes que les librairies. Ce qui peut être très trompeur parce que moi, je vais plus souvent en librairie qu'en bibliothèque, mais en termes de phénomène de masse, la bibliothèque est plus intéressante. Et la bibliothèque, elle a un intérêt très particulier, c'est que les bibliothécaires ne sont pas là pour vendre du livre. Donc ils sont beaucoup plus ouverts à certains types d'innovations, et puis leur formation initiale fait qu'ils sont un tout petit peu plus tech que les libraires. Et c'était une des difficultés du labo de l'édition, c'est que le labo de l'édition, initialement, c'était un incubateur qui a été créé pour aider les librairies à survivre. Leur dire, le numérique, ça va chambouler plein de choses, et il faut que vous soyez au-devant de l'innovation et pas à la traîne pour survivre. Et en fait, ça n'a pas très bien marché de ce côté-là, parce que la formation des libraires et leur pratique au quotidien fait que l'innovation technique, c'est hyper loin pour eux, quoi. Par exemple, moi, parfois, je fais du conseil pour d'autres boîtes où je rédige des rapports. Donc l'an dernier, j'ai rédigé un rapport sur le big data pour le Conseil économique et social. J'étais invité à faire des conférences dessus auprès de grandes entreprises, donc ça a bien fonctionné. Et un jour, on a décidé de faire une conférence, un atelier d'une journée big data pour éditeurs et libraires au labo de l'édition. Il y avait 10 places et 0 inscrits. Parce que c'est sûr que le big data, c'est lointain. C'est-à-dire que si vous faites ça devant la CGPME ou enfin des trucs comme ça, à chaque fois il y avait 100 personnes. Mais quand vous faites ça devant des libraires ou des petits éditeurs, ils se disent mais c'est quoi ça, au quotidien, ça n'a pas changé mon travail, quoi. Les bibliothécaires sont un peu plus curieux de ce type de choses. Après, les bibliothécaires, ils sont aussi très pris, donc il y a peut-être des limites, mais... Ah oui, et concrètement, les boîtes qui travaillaient sur les questions de bibliothèque, il y en a une qui fonctionne toujours. Comme je vous ai dit, il y a un gros taux de mortalité dans les startups. Elle s'appelle YABE, Y-A-B-E. Et ils font des solutions de crowdfunding, de numérisation. Ça veut dire ils vont dans la bibliothèque, ils repèrent un ou deux livres rares papier de la bibliothèque, disent ça serait intéressant que ça existe en numérique, que ce soit diffusé sur toute la France ou tout le monde entier, et il nous faut tant pour faire la numérisation de ce livre, c'est souvent des livres précieux, et ils organisent une campagne de crowdfunding uniquement sur ça. Voilà. Et ça fonctionne bien. Alors, leur spécialité, c'est plutôt genre le juridique du 15e et du 16e siècle. Mais ils le font, quoi. Ça fonctionne. Ça fonctionne. C'est exactement la discussion qu'on avait eue la semaine dernière. En fait. Il y a des niches comme ça, et c'est permettre, si le service public n'est pas en mesure de pouvoir répondre à une demande qui est là, mais qu'il émane des personnes qui se mettent en relation, laisser la place à des entreprises pour qu'elles puissent se présenter au public et leur permettre du coup d'avoir un lieu où vendre leurs services. IAB, c'est clair qu'ils répondent à un service, mais par exemple IAB, c'est des gens qui se sont jamais salariés sur la boîte, donc c'est des gens qui sont à la division innovation d'Orange. Orange leur a dit faites ça sur votre temps libre, on vous laisse 1 ou 2 jours par semaine pour le faire. Ça ne sera pas propriété d'Orange. Mais ça ne génère pas un revenu suffisant pour que l'entreprise soit viable, c'est une entreprise avec des salariés pour l'instant, parce que ce n'est pas encore un marché de masse. Et puis une difficulté du crowdfunding près du public, c'est que c'est très dur à gérer en termes de communication par le public. C'est-à-dire que moi, je comprends cette idée de se dire le public a des missions, déporter ces missions sur les particuliers, c'est un peu fort de café par moment, quoi. Mais en même temps, il y a un moyen aussi d'expliquer, de dire qu'il y a des missions qui de toute façon ne pourraient pas être faites sans ça. Par exemple, la BNF, la Bibliothèque nationale, la Bibliothèque François Mitterrand même, a des programmes de numérisation de certains livres rares, et en fait, il n'y a pas de moyen de les faire s'ils attendent d'avoir le budget de leur côté. Donc ils lancent parfois sur des enluminures, des manuscrits dans le milieu, ils lancent ce type de projet, et ils arrivent à les boucler, quoi. Alors, sachant que souvent, la fin du bouclage est faite par 1 ou 2 gros mécènes qui arrivent avec des sommes plus importantes. Mais voilà, mais c'est la difficulté du crowdfunding dans le public, en fait. Donc
Donc l'IAB, c'est quelque chose qu'ils connaissent bien parce que c'est pas toujours bien abouti. Un effort de communication qu'ils n'avaient pas anticipé, où ils doivent calmer un peu le dépit de tout le monde et expliquer qu'ils apportent quelque chose en plus, c'est pas quelque chose qu'ils retirent au public. Parce que de toute façon, c'est des minorisations qui ne se faisaient pas. C'est sûr. Mais le problème de communication, c'est-à-dire en fait, on revient toujours sur la distinction entre les startups. Il y a un blocage psychologique là-dessus, en fait, sur l'émission du public, et en même temps, sa nécessité à conserver un service de qualité tout en étant acceptable en termes de coût. Donc il y a des modalités nouvelles, fonctionnelles à imaginer. Oui, il y a des... Je pense qu'on est plutôt dans un moment de... comment dire, beaucoup de choses se sont débloquées. Moi j'ai vu vraiment en 4 ans comment passer de 2000 à 10 000 startups en quelques années. Là, en 2017, il y aura la livraison normalement de l'incubateur Fraissinet, qui va être le plus gros incubateur d'Europe. Et voilà, donc il y a des évolutions. Après, il ne faut pas perdre de vue, et ça, pour moi, c'est le bénéfice, pour moi, d'avoir une double casquette, c'est-à-dire d'être un pied dans l'innovation avec GraphQuest et un pied dans l'édition classique avec les Forges de Vulcain, c'est toujours voir que si vous travaillez trop dans l'innovation, vous perdez de vue les pratiques quotidiennes des gens qui sont parfois très très simples et très lointaines de ça. C'est-à-dire que pour moi, un atelier d'écriture virtuelle, c'est quelque chose de naturel et de très simple, mais alors il y a vraiment des gens qui c'est de l'ordre du blocage, c'est incompréhensible, même dans l'édition, le crowdfunding, c'est quelque chose qui marche bien quand vous êtes un petit éditeur. Si vous êtes un gros éditeur, il y a eu des tentatives où ça ne fonctionne pas bien. C'est-à-dire, quand... C'était qui s'était pris les pieds dans le tapis comme ça Il y a Juno qui a fait beaucoup. C'était... Ouais, Juno, c'est un peu à part. Non, mais il y avait un... Non, j'ai un trou. Cet éditeur s'est lancé et le premier truc qui est venu, mais ils se sont pris vraiment des bâches ils se sont pris bâche sur bâche, on leur a dit, mais votre métier, c'est de financer du livre. C'est ça, en fait, une partie du métier de l'éditeur. Si vous n'êtes pas capable de financer un livre, c'est quoi pourquoi faire du crowdfunding, quoi? C'est pas... Si vous ne connaissez pas votre métier, si vous faites ça, c'est... voilà. Alors, c'est vrai que c'est pour ça que le crowdfunding, c'est souvent des entreprises qui sont petites parce que c'est comme un label indépendant en musique. C'est la différence entre est-ce que vous avez envie de crowdfunder un truc chez Universal? Voilà, non, mais si c'est un petit label, oui, ça vous tente. Et encore, il y a quelques semaines, je pensais ça, et puis je me suis dit, comme on s'habitue à certains trucs, si J.K. Rowling, l'auteur de Harry Potter, dit je crowdfund le nouveau Harry Potter, là je pense que les gens mettront de l'argent, quoi. Donc tout peut changer, il n'y a rien qui est absolu. C'est-à-dire que quand je dis le crowdfunding pour les grosses structures, c'est impossible, non, c'est pas impossible. C'est plus compliqué, mais comme le crowdfunding, ça se démocratise, il y a un moment où actuellement, les gens qui participent régulièrement au crowdfunding, c'est des gens qui sont très conscientisés, ils s'intéressent beaucoup au processus. Voilà. Le jour où le crowdfunding, ça sera un mode d'achat qui sera assez établi au sein de la palette des modes d'achat, vous aurez plus ce type de blocage, c'est-à-dire Universal pourra, enfin je sais pas, Disney pourra crowdfunder Avengers 6 et les gens diront ah ouais, pourquoi pas, et mettront de l'argent dedans. J'ai un peu dévié là. C'est la passion qui parle.